La team Fighting Nerds, les plus grosses fraudes de l'histoire. Arrête de faire ça, t'aimes trop faire ça. J'aime trop faire ça. Ont-ils été exposés, Rust? Carlos Prates défait par monsieur Yann Gary, Mauricio Ruffi qui a été tranquillement, explosé par Benoît Saint-Denis, et Caillou qui s'est fait gérer par Monsieur Nassourdine Imavov. Le dernier espoir, c'était Jean Silva. Bon, Diego Lopez en a décidé autrement, donc très dur pour les Fighting Nerds. Est-ce qu'on s'est enflammé? Est-ce qu'en fait, finalement, l'équipe qui était celle du moment n'est qu'un feu de paille? On va voir tout ça ensemble et évidemment revenir sur l'UFC Noche et ce main event. Certains parlent déjà d'un combat de l'année entre Diego Lopez et Jean Silva. Est-ce que là aussi, il y a de l'enflammade? On va voir tout ça ensemble. C'est parti, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Et puis il fallait, Rust, que l'on fasse notre mea culpa, n'en déplaise à Hugo Frey. Ouais, en 2 secondes avant de faire le podcast sur les Fighting Nerds, c'est... Bon... On a fait le podcast sur Crawford Canelo et en réalité, c'est pas qu'on a fait de la merde, mais un petit peu dans le sens où on a fait genre peut-être 1 minute sur le débrief du combat et l'analyse du combat, et ensuite direct on a été sur les trucs qu'on avait envie de dire par rapport à la boxe, et c'est pas bon, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait d'abord passer du temps, ce qu'attendaient probablement les gens et même ceux qui connaissaient pas forcément la sueur ou quoi, mais c'était de parler du combat. On l'a pas fait et voilà, donc notre mea culpa. Désolé pour tous ceux qui voulaient un débrief, et les prochaines fois on se disciplinera à d'abord faire 5 minutes, 10 minutes de débrief tactique, analytique, etc. Et ensuite on parlera d'autres choses. Donc ouais, on a un peu merdé sur ce coup-là. Vous pouvez compter sur nous les gars. Et donc là, le Diego Lopez contre Jean Silva. Bon. C'était extrêmement spectaculaire, c'était très divertissant aussi, et c'est vrai que je pense, à mon avis, Jean Silva a été surpris par l'approche de Diego Lopez d'entrée. En fait, c'est intéressant parce que finalement, Diego Lopez, c'est aussi un mec qui est un peu sauvage. C'est aussi un mec qui aime combattre en donnant. Enfin, tu sais, c'est pas juste un cerveau, il fait tout. C'est mi-méthode, mi-un mec qui va quand même faire des trucs où il s'engage et parfois même il surengage pour te faire le plus mal possible, mais avec méthode. Et là, on a vu que Jean Silva, ce combat-là, c'est peut-être le combat qui va justement le faire modifier son style pour être un peu plus méthodique et un peu moins dans la folie et dans le... Juste, il se laisse aller à ce que lui dicte un peu son instinct et il y va. Parce que... en réalité, là, du coup, je viens de revoir, parce que j'avais plus en tête la mise au sol qui amène quand même le ground and pound des enfers par Diego Lopez au premier round. Et en soi, c'est parce que Jean Silva, il prend une décision qui est un peu con, tu vois. Le fait de faire un spinning back kick sans aucun setup à ce moment-là. Et en plus de ça, la seconde d'avant, il montre qu'il va tourner. Donc, évidemment, il s'est fait lire en 2 secondes sur son spinning back kick par Diego Lopez. Ça amène la mise au sol. Et quand t'arrives en montée avec un mec du calibre de Diego Lopez, c'est très compliqué de s'en sortir quand même. Et donc, à ce niveau-là, ça pardonne pas. Il a pris cher pendant 2-3 minutes et ça lui a donné probablement un bon 18 sur ce round-là, Diego Lopez. Et donc ça, c'est au premier round, les gars. C'est au premier round. On est vraiment passé à ça, que le combat s'arrête à ce moment-là. Et mine de rien, ok, oui, il se prend probablement, je regarderai là, un 18 de la part des juges, mais... immense respect de cette sortie, de cette situation. Parce que vraiment, quand les coudes commencent à pleuvoir, je suis alors là, ça y est, c'est terminé, on remballe tout. Surtout quand c'est Diego Lopez, en fait. Et parce qu'on sait à quel point il frappe dur, et on sait à quel point il est bon au sol. Enfin, Diego Lopez, effectivement, c'est un mec... Jean Silva et Diego Lopez, c'est 2 gars qui ont le potentiel d'être champions dans le futur. Et donc, le simple fait qu'il ait réussi à se sortir de la position montée, et en plus, on sentait que la manière dont il était en dessous et avec Diego Lopez en montée, il y a eu genre 3-4 fois où Jean Silva a vraiment tenté des sorties où méthodiquement, il savait exactement quoi faire, c'est juste que Diego Lopez serrait comme un étau. Mais c'est l'avantage, en fait, qu'il soit fou, Jean Silva, c'est que oui, il fait des trucs à l'instinct, oui, il est un peu sauvage, mais on voit aussi quand même que, c'est pas pour rien qu'il a réussi à étrangler Bryce Mitchell, quoi, mais on voit aussi que dans tous les domaines, malgré ce côté sauvage, il a quand même des bases qui font que
Et alors, il a réussi à s'en sortir. D'ailleurs, j'ai juste re-regardé le takedown. J'ai pu regarder comment est-ce qu'il s'en était sorti. Est-ce que c'était par une explosion athlétique ou est-ce que c'était méthodique ou est-ce qu'un peu des deux, je ne sais plus. Mais en fait, en tout cas, c'est là où c'est cool. On va y venir, hein, tu vois, parce que juste avant le podcast, c'est ce que tu me disais aussi. Moi, je descends pas du train, non seulement de Jean Silva, mais même des fighting nerds en général, parce que Jean Silva là contre Diego Lopez, alors il a réussi à s'en sortir de cette position ultra défavorable au premier round malgré le fait qu'il ait pris cher. Et donc il se prend 3-19, 3-19 par les juges. Ok, donc des 19, même pas des 18 d'ailleurs. Mais deuxième round, il revient. Il arrive à commencer à reprendre l'avantage face à Diego Lopez debout en réussissant à beaucoup plus trouver sa distance, son rythme et son timing. Et simplement, il surengage, il commence à y aller un peu trop n'importe comment, encore une fois, sur ses avancées, sur ses offensives, et il se fait choper par un Diego Lopez qui lui met pour le coup un peu une Carlos Prates d'ailleurs il y a quelques semaines. Mais en soi, pour moi, c'est vraiment juste que il est trop. Son curseur à Jean Silva était trop côté sauvage. Et vraiment, pour moi, juste là, un Jean Silva avec le même degré de talent et de connaissance et de méthode, mais qui juste voilà se calme un petit peu plus et ne se laisse pas aller à n'importe quoi en se disant de toute façon je m'en sortirai toujours. Vraiment, je suis très curieux s'il prend les bonnes leçons d'avoir le prochain Jean Silva, tu vois. Complètement, parce qu'il le peut, on le voit même au deuxième round, il se relève sur chaque takedown, on voit que Jean Silva dans ses combats, il est certes fou, mais il y a énormément de méthodes pour réussir à finaliser ses adversaires, et c'est vrai que là je pense, il s'est peut-être un petit peu trop laissé emporter par toute son aura et tout le côté, quoi qu'il arrive, je vais réussir à finir le mec, parce que pareil, d'entrée, tu vois, quand je vois que sa jambe avant, elle se fait exploser, et qu'il est juste en mode... Non, ça me fait rien. Gros, là, on voit que ça te fait quand même quelque chose. Et tu vois, c'est des petits trucs où tu te dis, bon, là, t'affrontes quand même un gars qui est 3e mondial. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Et c'est vrai que là, même il l'a dit dans sa réaction, pas post-fight, mais il a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux où je pense qu'il a compris qu'à un moment donné, fallait arrêter de se prendre pour un mec absolument indestructible. Et c'est ça qui est bien et qui fait une transition parfaite par rapport aux Fighting Nerds, c'est que, en fait, tu vois, les Fighting Nerds et l'équipe des Fighting Nerds, la manière dont ils ont construit l'équipe, c'était justement, tu vois, c'était Pablo Sucupira et c'était Caio Borralho qui ont monté l'équipe et il y a plus de 10 ans. Et leur truc, c'était vraiment de se baser sur une approche très analytique, très mathématique, très scientifique du combat. Et c'est pour ça que honnêtement, soit j'ai pas vu suffisamment d'interviews, soit je l'ai peut-être loupé à un moment donné quand ils en ont parlé, mais je suis prêt à parier que Jean Silva, du coup, il était très bien entouré en termes de coaching, mais qu'il devait y avoir une partie de Jean Silva qui n'en faisait qu'à sa tête parce que c'est Jean Silva et parce qu'il arrive de toute façon à toujours à assez fin quoi qu'il arrive. Et c'est ce qu'il a dit, j'ai fini par combattre tout seul, je n'étais pas connecté avec mon équipe. Et voilà. J'étais bien dans le deuxième round, mais j'ai fini par tout donner en voulant juste me lancer dans une bagarre. Et ça, il l'a dit sur le post qu'il a fait, c'était le post Insta? Le post Insta où il montre ses blessures et tout, ouais. Voilà. Du coup, tu vois, parfait, parce que ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas, je suis pas mentaliste, hein, ça se voyait. Mais si il a ce talent, qu'il a cette équipe derrière, et qu'en plus, il a la maturité suffisante pour se dire, ok, là vraiment, ça passait jusque-là, ça ne passera plus si j'en fais qu'à ma tête parce qu'on arrive sur le top 5 mondial. Je vais prendre les leçons qu'il faut en tirer, je vais en tirer les leçons qu'il faut en tirer, et à partir de là, de toute façon, son style changera pas. Enfin, je pense pas que la Team Fighting Nerds, ça se sent en fait quand t'entends Sucupira parler, ça se sent qu'il est vraiment smart. Même un mec comme Caio Borralho, tu vois, qui donc fait partie du staff, ça se sent qu'ils sont vraiment. Ils ont énormément de recul par rapport aux choses. Ils ont énormément de comment est-ce qu'on appelle ça, tu sais, d'auto critique, d'auto je sais plus quoi là. Et du coup, tous les feux sont au vert quand on entend Jean Silva parler, qu'on voit sa team et qu'on voit son talent pour que les prochains combats, on ait une version qui soit terrifiante de Jean Silva, c'est-à-dire une version où il va faire toujours aussi mal, être aussi rapide, avoir autant de talent, avoir un aussi bon timing et d'aussi bonne base. Et il fera pas de je me jette n'importe comment pour me faire cueillir sur un spinning elbow, je fais pas de spinning back kick complètement sorti du chapeau pour aucune raison qu'on voit venir à 3 km, juste parce que j'ai envie. Et ça peut être vraiment,
on peut au prochain combat voir un Jean Silva où on se dira ah oui là d'accord en fait remettons-le presque direct face à un top 3, c'est un futur champion. Donc comme toi, je suis très 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 malgré la défaite très 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 positif et impatient de voir le futur Jean Silva. Pareil, je pense que pour moi c'est celui qui reste, à mon sens, le gars qui est le plus proche des Fighting Nerds d'avoir la ceinture, parce que Caio, mine de rien, quand on regarde ce qui s'est passé contre Nassourdine, il s'est fait complètement dominer, et il y a une marche qu'il n'a pas réussi à passer. Mauricio Ruffi, là aujourd'hui, il y a beaucoup de questions suite à sa défaite contre BSD, et c'est vrai que le cas Carlos Prates, pour moi, il peut gagner le combat contre Yann Gary, mais là où moi ça m'inquiète vraiment, c'est quand tu te fais dominer en grappling par Yann Gary, qui est pas non plus le plus gros foudre de guerre de la catégorie là-dedans. Tu te dis, si l'UFC ils se disent bon, on va lui mettre un combat bourbier contre un Sean Brady par exemple, je ne suis pas du tout confiant pour Carlos Prates. Donc c'est pour ça que tu vois Carlos Prates, soit sur le papier, il a pas été exposé comme l'ont été les autres, mais c'est vrai que tu te dis avec des match-ups moins favorables, ça pourrait être compliqué pour lui. Ouais, non, complètement. Le dernier truc sur Jean Silva, à la limite, qui peut-être vaut le coup qu'on en parle, c'est j'ai eu l'impression qu'il était tout petit par rapport à Diego Lopez. Je sais pas si ça t'a fait la même. Pas trop, non. Vas-y. Bah voilà. Non, mais dans le sens, c'est-à-dire, genre, enfin, même en termes de j'avais physique la sensation qu'il était plus petit en taille, ça c'est une certitude, ça c'est mathématique, mais j'avais vraiment même la sensation qu'il était moins épais, tu vois. Normalement, quand t'es plus petit, t'es Sean Sherk, tu vois, t'es un mini tank. Ben après, il a peut-être les os extrêmement denses, et ça c'est possible, hein. Mais j'avais vraiment la sensation qu'il était sur ce combat-là, et c'est la première fois que ça me l'a fait. Donc là, je jette ça comme ça, mais peut-être voir sur les prochains combats, effectivement. Mais je crois qu'il fait la même taille que Volkanovski, tu vois. Il me semble Jean Silva, donc peut-être qu'en fait il n'y a pas de souci finalement. Je dis juste ça comme ça puisque j'ai eu la sensation qu'il était plus petit même en termes de gabarit et que peut-être que ça pouvait aller vers un changement de KT, mais il est même un peu plus grand parce qu'il fait 1m70 et je crois Volkanovski il est 1m68, un truc comme ça. Ok. Mais bon, et puis plus globalement, hein, pour les Fighting Nerds, c'est le MMA, hein, vous êtes une type qui est hyper hypée, culture de l'instant, et c'est vrai que là aussi, ils sont tombés sur des cadors de l'espace par rapport à tous les adversaires qu'ils avaient eu précédemment aussi. Bah, c'est ça. En fait, vraiment là, pour moi, le gym de l'année 2024, hein, selon pas mal de médias en plus, en fait, ça n'est pas un hasard si tu arrives à produire 4 gars qui rentrent dans les top 15 et qui sont des mecs qui mettent des finishes à tout le monde. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard si un mec comme Caio Borralho, du coup, qui est en même temps l'un des fondateurs de la team Fighting Nerds, et un combattant désormais dans le top 10 de l'UFC arrive, là on a vu sa limite face à Nassour, mais arrive à ce genre de résultat avec un style qui est vraiment un style un plus intelligent et c'est pas mesuré parce qu'il aime bien aller à la bagarre, mais c'est pas du n'importe quoi le style de Caio Borralho. Tu sens dans la manière dont Caio et Pablo Sucupira et puis Flavio Alvaro, je l'ai jamais entendu trop parler, donc je sais pas, mais vraiment il m'a impressionné Sucupira. Tu sens en fait quand il parle ces deux-là que tu peux pas être aussi intelligent dans ta manière de décortiquer des situations, de parler de choses en rapport avec le combat et faire une team où c'est un peu du n'importe quoi, au-delà de leur marketing, tu vois, qui est un marketing très intelligent parce qu'il vient du marketing en fait, Pablo Sucupira à la base. Au-delà même de leur marketing qui est brillant, et d'ailleurs ils vont ouvrir un nouveau Fighting Nerds apparemment dans le New Hampshire avec Mauricio Ruffi, donc en plus ils ont déjà, tu sais, le système de franchise auquel ils avaient probablement pensé depuis des années, des trucs comme ça. La team Fighting Nerds depuis le début, elle fonctionne vraiment bien, et puis il y a eu, je crois que c'est Damien Maia qui est venu assez rapidement dans la team pour être le coach de grappling, jiu-jitsu brésilien et tout ça. Donc ça fait 10 ans que ça existe, ça fait 10 ans qu'elle est en montée en puissance. Là, ils ont réussi à produire 4 gars, parce qu'ils ont beaucoup plus de gars, de personnes que ça. Ils ont Kainan Khrushchevski, je crois. Ils avaient Thiago Moises pendant un moment. Ils avaient une meuf aussi qui était à l'UFC. Donc, mais pour les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ça ne peut pas en fait être un hasard s'ils en sont là aujourd'hui. Oui, ils ont pris des stops, mais ils ont pris des stops face à qui et de quelle manière? Parce que, bon, à part Monsieur Ruffi qui vraiment s'est fait manger, il s'est fait dominer complètement Caio Borralho, mais on voit face aux autres gars de la catégorie qu'il sait ce qu'il fait. Là, Jean Silva, on vient d'en parler, on est encore plein d'espoir. Prates, il s'est fait dominer, mais tu avais la sensation qu'il en avait encore sous le pied.
Et puis, zut, attends, là j'en ai dit 3 là. Rufy, Boralio, Prates, Et Jean Silva. Voilà. Ouais, voilà. Donc, non, vraiment, pour moi, ils ont déjà prouvé que c'était un grand gym, les Fighting Nerds. Ils ont déjà prouvé que leur méthode marche. Maintenant, voilà, c'est simplement que si c'était facile de remporter des ceintures UFC, toutes les gyms l'auraient fait. Mais c'est simplement que voilà, là, ils arrivent au niveau où t'arrives au niveau champion ou top 2, top 3 des catégories. Et voilà, c'est simplement que quand tu tombes face à des mecs ultra chauds, bah là, c'est des ajustements, c'est des trucs où il faut qu'ils apprennent chacun. En plus, j'ai envie de dire, et je finirai là-dessus, on va voir à partir de maintenant comment ça se passe. Parce que jusque-là, on avait une team qui a produit des combattants de très grande qualité, de calibre top 15, mais aucun d'entre eux n'avait eu leur stop à très haut niveau. Ils avaient eu pour quelques-uns leur défaite déjà il y a des années, mais aucun n'avait eu leur gros stop à l'UFC en mode ah oui, là d'accord, il faut qu'on recalibre. Là, on va justement voir, et il y a un monde où chacun fait les ajustements qu'il faut, on voit des versions améliorées des 4 combattants, et on se dit ah oui, d'accord, même s'ils deviennent pas champions, vraiment les mecs savent ce qu'ils font, et c'est impressionnant, tu vois. Mais c'est ce qu'a dit Jean Silva justement dans son post. Nous avons été 3-3 défaites d'affilée en Fight Night, donc nous 3 avons sûrement fait des erreurs similaires. Nous allons avoir une réunion, Caio, Ruffy et moi, pour analyser tout ça et progresser. À ceux à qui ça plaît ou non, je suis désolé, mais nous reviendrons. Et donc c'est là où moi je trouve que ça peut être intéressant aussi, et c'est assez inédit en plus, d'avoir comme ça 3 mecs qui se prennent des stops 2 semaines d'écart, et donc on peut vraiment avoir soit un truc où tous les mecs reviennent vraiment énervés, ou alors fin d'aura pour les Fighting Nerds, et ça peut être assez compliqué pour eux, mais tu peux avoir un truc où ça peut être très très intéressant de les voir revenir vraiment énervés. Donc ok, 2025, bon bah là c'est terminé pour eux, mais tu vois 2026, gros comeback, et ça sera stylé. Ouais. Et puis on peut se dire aussi que du côté de Carlos Prates, le combat donc contre Yann Gary était en short notice. Ensuite il a eu le combat qui était initialement prévu contre Geoff Neal, et donc là il a repris sa marche en avant. On a vu qu'il n'y a pas eu du tout d'effet après Yann Gary pour lui, il est revenu comme il était parti, j'ai envie de dire, et là c'est reparti, opération top 15, top 10 pour lui. Donc c'est vrai que pour les autres ça peut être aussi intéressant s'ils arrivent à faire leur autocritique là. Et puis même on a vu que mine de rien, Ruffy, je sais pas, j'ai pas trop vu de réaction de sa part, mais c'est vrai que Caio il se projette déjà sur la suite. Je crois qu'il avait parlé d'un combat pour la fin d'année contre tac Brendan Allen. Non. Enfin bref, il voulait revenir avant la fin de d'année déjà, et j'ai pas du tout l'impression qu'il soit particulièrement atteint à la manière de Jean Silva. Ouais, bah non, mais c'est pour ça. Je n'ai absolument pas de peur ou d'alerte, d'énormes alertes par rapport à la Team Fighting Nerds. Enfin voilà, vraiment pour moi, quand tu vois que les mecs sont aussi smart, qu'ils ont autant de talent, bon, bah s'ils ont la discipline et en plus la remise en question, ça devrait le faire. Tous les voyants sont au vert, non, puisque les mecs viennent de se prendre un 0-3, mais en tout cas, on n'est pas d'inquiétude pour la suite, Rusty. Bon bah ça se passe comme d'hab, chez NutriPure. Regardez, là j'étais sous whey chocolat, c'est naturel, c'est made in France, code la sueur. Ah merde. Vous avez moins 10% à l'achat, et moins 10% supplémentaires qui sont cagnotés pour votre future commande. Regardez-moi ça se font les barres, bon bah... banger, turbo classique. C'est ce qu'on dit désormais. Et puis, regardez, on est en weekend one. Code la sueur, là aussi, vous avez moins 20%. Surtout weekend one avec le code la sueur. Et j'étais donc en train de regarder, non, Caillou, j'arrive pas à trouver qui la call out, mais il était chaud en tout cas pour faire un retour prochain. Ah, c'est terrible les gars, je suis vraiment désolé. J'ai pas réussi à vous trouver ça. Je pense que les gens vont vraiment t'en vouloir. Oui, bah n'hésitez pas, donc pareil en commentaire, mais à trop. C'est... Aïe, enfin. Et puis je me permets d'en parler, Rust. Est-ce qu'on a envie de voir Ilia Topuria contre Terence Crawford? Non. Bah non, mais là. En fait, il a dit c'est quand tu veux, Canelo. Canelo a dit c'est quand tu veux, Terence. Ouais. Non, bah en fait, parce que là vraiment, ce serait uniquement pour faire gagner de l'argent à Ilia Topuria. Parce que les gars, putain, Terence Crawford contre Ilia Topuria. On vient de voir ce qu'a fait Terence Crawford à Canelo Alvarez. À 76 kilos. Ouais.
Mais après, il a raison. Hein, il y a de parler, de mettre son nom dans la coupe de feu là, mais à un moment donné, bon, enfin là vraiment, là ça n'aurait aucun intérêt. De la même manière que en soi sportivement, Conor versus Mayweather n'avait aucun intérêt. Là vraiment, c'est intérêt sportif absolument zéro quoi. Je plus sois. Et puis les gars, Oli Moly Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, milkshake et plein de saveurs. Code la sur 5 pour votre première commande, moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sur 10, moins 10%. On se retrouve très vite l'équipe. Bye.